Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part. Avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. Vous allez avoir la chance de rentrer dans une école Montessori 6-12 grâce à Caroline Dallot qui est éducatrice Montessori 6-12 à l'école Here and Now à Marne-la-Vallée. On a abordé plein de sujets avec Caroline. J'ai beaucoup aimé quand elle a parlé de l'enfant dans son individualité. Elle a également fait la différence entre concentration et attention. Elle a abordé les points communs entre la pédagogie Freinet et la pédagogie Montessori. On a parlé aussi d'art, de bilinguisme, ce qui est vraiment le bilinguisme pour elle, et de cahier journal. Alors pas cahier journal au sens où les professeurs des écoles peuvent l'entendre, mais vraiment le cahier journal de l'enfant. Je vous laisse découvrir tout ça dans ce podcast. Je laisse place à ma conversation avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Céline. Je suis contente de pouvoir vous poser plein de questions ce matin parce que vous êtes éducatrice Montessori 6-12 et voilà, je pense que les auditeurs seront contents d'entendre toutes vos réponses. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous dire dans quelle école vous travaillez, depuis combien de temps et comment vous êtes arrivée à la pédagogie Montessori? Je travaille à l'école Montessori Here and Now de Brie-Comte-Robert en région parisienne. C'est une école Montessori bilingue. J'y travaille depuis 2015, date de la création de l'environnement 6-12. Je suis arrivée dans cette école par hasard. J'ai donc 2 enfants et en 2015, ma plus grande fille avait 4 ans et était en moyenne section. Et elle exprimait le besoin vital d'apprendre à lire. Et sa maîtresse, en toute bonne foi, m'avait conseillé soit de lui faire sauter la grande section pour aller directement en CP l'année suivante, ou bien de la faire patienter pour pas qu'elle s'ennuie quand elle serait en CP. Cette situation, pour moi, a été inconcevable. Et je cherchais donc une solution. Et là, ma maman, qui a grandi à Paris dans une école religieuse, a fait ses études, son écolage là-bas. Dans cette école, il y avait une maternelle, un 3-6 Montessori. C'était la seule classe Montessori de l'école, mais elle en gardait un excellent souvenir. Et il se trouve qu'une école Montessori ouvrait à cette époque-là. Alors, je me suis trompée, c'est en 2014. Je ne sais plus les dates. Enfin, 2014, 2015, peu importe. Et donc, c'était l'ouverture, la structure ouvrait à la rentrée. Elle a vu des annonces, des petites annonces. Et donc, on a rencontré la directrice et ma mère s'est proposée d'offrir les frais de scolarité de mes 2 filles, parce que ma petite rentrait à l'école, elle allait avoir 3 ans, l'année suivante. Et c'est comme ça que mon parcours Montessori a commencé. De manière concomitante, je faisais cette année-là, l'année où mes filles sont rentrées dans cette école-là, un changement de carrière après avoir travaillé dans le journalisme et la photo, dans la presse culturelle. J'avais décidé de changer de voie, je voulais me réorienter depuis un moment et j'avais décidé de me réorienter vers l'enseignement. Et j'étais en train de préparer le CRPE. Et à la fin de cette année de préparation, Aurélie Collin, ma directrice, a proposé que j'ouvre un environnement 6-12 pour accueillir ma fille qui passait en 6-12 et d'autres enfants de sa classe 3-6. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et puis, une fois cette classe ouverte, enfin même un petit peu auparavant quand même, j'ai fait des stages courts, des stages de formation entre guillemets dans différentes structures de formation pour savoir quand même où je mettais les pieds. Mais ça me satisfaisait pas, c'était trop léger, ça me donnait pas le matériel pour pouvoir vraiment gérer ma classe. Et donc j'ai décidé de faire la formation à EMI à Archamps en cours de cette année. C'était donc 2015, c'est bien ça. 2015, j'ai commencé en février 2015. Donc c'est une formation sur 2 ans sur les vacances. Et donc j'ai fait la formation avec Benoît Dubuc à Archamps. Ah oui, donc ça a dû être 2 années intenses parce que vous aviez et votre classe et la formation.
C'est très lourd, faut avouer qu'il faut le savoir. Ouais. C'était une décision financièrement lourde, temporellement lourde, psychologiquement aussi, parce on change beaucoup pendant cette période-là, puis on n'a pas de repos. Hein. Ouais. On a Noël, on a les 2 semaines de fin d'année, c'est Oui. tout. Donc c'est difficile, mais en même temps, je regrette vraiment pas. Ça m'a changé en tant que personne, et c'était le début du chemin. Enfin, ça m'a donné les bases. Hein. Il ne faut pas croire qu'avec cette formation, on sort et on est prêt à tout faire, à être le meilleur éducateur élémentaire du monde. Non, ça nous donne les bases et après à nous de travailler avec ça. Mais en tout cas, ça nous fait changer le curseur, trouver une autre mentalité, une autre façon de regarder l'enfant, le travail. Je crois que c'est important. En tout cas, ça a été un moment important pour moi. Et donc, si j'ai bien compris, vous aviez travaillé dans cette ambiance 6-12 de septembre à février, sans trop de formation. Et c'est en février que vous avez commencé la formation AMI. Oui, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une des mamans d'élèves qui avait eu son diplôme AMI à Archamps en août. Oui. Donc vraiment, elle me coachait, on préparait ensemble, elle me réexpliquait, elle me montrait le matériel. Oui, vous n'étiez pas seule. J'étais pas seule. J'étais pas seule, et avec les... Voilà, enfin, on trouve plein de formations en France. Et c'est vrai que c'est tentant. Moi-même, je me disais, mais je vais pas m'embarquer pour 2 ans, c'est un prix exorbitant, c'est un temps que j'ai pas, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants jeunes, est-ce que vraiment je fais ça? Donc, je comprends qu'il est tentant de se dire non, la formation AMI, elle est impossible à faire, je vais m'orienter vers des petites formations. Alors, je connais de réputation des formations sur des modules courts qui sont, semble-t-il, de bonne qualité. Je ne les ai pas faites moi-même. En tout cas, moi, celles que j'ai faites sont vraiment trop légères et pas assez de théorie, pas assez d'approfondissement du matériel, et en même temps, comment ce serait possible en si peu de temps. Oui, c'est une question de temps, en fait. Voilà. Oui, c'est sûr qu'en quelques jours ou quelques semaines, ça peut pas être voilà, on peut pas apprendre autant de choses qu'en 2 ans, même sur les vacances scolaires. Enfin, ça fait l'équivalent d'une année entière, en fait, c'est ça, Exactement. Il y a la formation de Montpellier qui a ouvert depuis, qui forme les éducateurs sur une année scolaire de septembre à juin. Et voilà, on peut pas travailler à côté. Là, c'est vraiment une solution pour pouvoir être en classe et faire cette formation. Maintenant, il y a je crois que pour vraiment, comme je le disais, c'est le début du chemin. La fin de la formation, c'est pas la fin. On n'est pas prêt. Et penser que, si on le prend comme une introduction, cette petite formation, c'est super. Mais ne jamais penser que, d'accord, j'ai fait une formation dite certifiante, qualifiante. Est-ce que vraiment je suis qualifiée alors que le matériel, je le connais pas si bien? Même moi, je pourrais pas me dire aujourd'hui, où c'est ma 5e année d'expérience, où je suis qualifiée. Non. Comme disait ma formatrice, qui était indienne, qui s'appelle Uma Ramani, elle dit, on est toujours sur le chemin. Il ne faut jamais croire qu'on est arrivé. Oui, c'est ça. Sinon, là, c'est la fin. En fait. On est trop sûr de soi, on ne voit plus l'enfant en face de nous. C'est important. Oui, le chemin, il va aller tout au bout de notre vie, quoi. Exactement. Voilà, donc... Mais c'est bien d'en avoir conscience, vous avez raison. Et du coup, qu'est-ce qui vous a convaincu dans la pédagogie Montessori que vous n'aviez pas retrouvé, par exemple, par rapport à l'école, par rapport à vos filles, ce qu'elles vivaient au quotidien? Alors moi, je vous dis, j'ai 2 grandes belles filles qui ont fait leur scolarité dans le public. Ça s'est bien passé pour la plus jeune des 2, ça s'est moins bien passé pour la plus grande des 2. Je crois que l'aspect psychologique du développement de l'enfant n'est pas du tout abordé. En fait, on n'envisage pas l'enfant dans son individualité. Et quand j'ai préparé mon CRPE, j'étais vraiment choquée que jamais on ne parle de l'enfant. On m'a parlé du niveau de 3e en maths, en français, on préparait des séquences, tout ça. Le seul moment où l'enfant était mentionné, c'était quand on faisait des corrections de copies. Donc le seul moment où on parle de l'enfant, c'est quand il faut le corriger. Mais comment est-ce qu'on l'accompagne? Jamais. Une mention de qui est l'enfant. Oui, les plans de développement, voilà, on n'en parle pas du tout dans la formation initiale. Les plans de développement de Maria Montessori, c'est sa théorie, c'est sa vision. Je comprends aussi qu'il y ait d'autres visions de l'enfant.
Mais il y a quand même une psychologie de l'enfant qui est très développée. On pourrait aborder un autre spécialiste, nous parler de l'enfant en fait, cette qu'on va avoir en face de nous et qu'on va accompagner. Et on nous parle plutôt de l'élève que de l'enfant. Et on parle de l'élève dans son côté citoyen, mais avant de comprendre comment on fait un citoyen, il faut comprendre ce que c'est que cet être humain. Donc ça, c'était vraiment un grand manque. Pour moi, c'était une aberration. À quel moment on allait me parler de l'enfant? Jamais. Donc ça, c'est peut-être ce qui manque, vraiment, et qui fait que y a des profs qui peut-être se sentent dépassés parce qu'ils ne savent pas vraiment qui ils ont en face d'eux. Oui, on est trop focalisé sur les contenus et pas sur l'enfant. Exactement, et ça ne va pas en s'arrangeant. C'est sûr. Donc ça, du coup, vous l'avez trouvé dans la formation AMI, des connaissances solides sur le développement de l'enfant. Une grosse partie théorique sur la psychologie de l'enfant, son développement, et ça, oui, je l'ai trouvé. Ça a été fondamental pour moi. Avant de commencer à parler du matériel, des présentations. Si on ne parle pas avec qui on va vivre, ça n'a pas de sens pour moi. Oui, c'est ce que je dis souvent quand je discute avec des professeurs des écoles qui ont un début de prise de conscience et qui ont envie de travailler autrement. Leur première réaction, c'est je n'ai pas le matériel, il coûte cher, nanana. Et là, je me dis non mais ne vous précipitez pas sur le matériel, il y a déjà tellement d'autres choses à faire avant, changer son point de vue, changer comment on appelle ça, pas de statut, mais changer de posture. Changer la posture de l'adulte, c'est déjà tellement... pour moi, c'est la base avant de s'intéresser au matériel, quoi. Exactement. Donc même sans moyens financiers, il y a déjà de quoi faire. Et puis quand on est en formation, on était 47 dans la formation. En fait, on voit chacun se modifier au fur et à mesure du temps. Chacun avoir des réactions de rejet, d'acceptation, ça bouscule quelque chose en nous. Oui. Cette façon d'envisager l'école, la façon d'envisager le travail, d'envisager ce qu'est un enfant, ça bouscule nos idées reçues. Oui. C'est pour ça que ça demande du temps et ça demande des efforts et ce n'est pas confortable. Et je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de ce moment pour vraiment rentrer dans une posture montessorienne. Oui, c'est tout un travail sur soi préalable, quoi, à faire. Oui. Et du coup, je voulais vous poser la question, pour les auditeurs, quelles sont les grosses différences entre une ambiance 3-6 et une ambiance 6-12 ? L'enfant, dans son premier plan, en 3-6, il construit sa personnalité. Nous, quand on récupère les enfants en 3-6, tout le premier plan de développement entre 0 et 3 ans est terminé. Ils sont en train de consolider leurs acquis. Il y a l'esprit toujours absorbant, ils sont toujours en activité, mais dans le sensoriel. C'est vraiment très sensoriel, il y a très peu d'abstraction. Le but, c'est pas du tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose à comprendre. On va pouvoir, par exemple, avec des enfants qui en sont là, travailler la grammaire, les symboles de grammaire, par exemple, mais à aucun moment on va nommer adjectifs, etc. On va parler du sensoriel. Elle est comment la fleur, il y a des fleurs, comment... pourra donner des informations. On est sur le sensoriel. Alors qu'en 6-12, vraiment, on va toujours partir du matériel, mais là, on aide l'enfant qui est dans son esprit résonnant et on va parler à son esprit résonnant, à son entendement. On va vraiment faire beaucoup plus d'abstraction au fur et à mesure. On va lui donner plus de langage. Il est capable, à partir d'un mot, de conceptualiser. C'est-à-dire là, on va dire adjectif. On part d'une base sensorielle parce que les enfants qui arrivent dans nos classes à 6 ans, ils ne sont pas forcément dans le deuxième plan encore. Mais au fur et à mesure, ils sont capables, avec un mot, de faire appel à un concept. Pour moi, c'est vraiment la grosse différence. L'enfant de 3-6, on cultive sa concentration, il est dans l'individualité, il a envie de travailler seul. L'enfant de 6-12, il n'a pas du tout envie de travailler seul. On cultive sa concentration en 3-6 et en 6-12, on fait appel il faut qu'il ait goûté à cette concentration en 3-6. Un enfant, c'est compliqué. Un enfant qui vient de l'extérieur et qui n'a jamais eu ce moment de flow. J'en parlerai plus tard parce que pour moi, ça a été une lecture importante chez Saint Mihai sur le flow. Et de goûter à la concentration, l'enfant, il se construit par ça en 3-6. En 6-12, il s'appuie sur cet acquis,
il sait se concentrer, enfin il a goûté à la concentration, mais il va être vraiment dans le social, dans le travail. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à faire l'inverse dans l'éducation nationale, parce qu'en 3-6, on va les mettre en groupe, en maternelle, et puis après, en élémentaire, on va leur dire travaille tout seul sur ta table. Exactement. Et quand le nom de l'auteur que vous avez prononcé, est-ce que c'est le livre, alors j'ai juste retenu son prénom, Mihaly, et voilà. C'est Vivre. Voilà, Vivre. Alors, je comprends pas pourquoi ils l'ont traduit comme ça. C'est La psychologie du bonheur, je crois. Oui, parce que... français. Oui. De ce livre. Et en anglais, il s'appelle Flow. Flow. Ah, ça n'a rien à voir. Ça fait très développement personnel, alors que c'est vraiment un livre... Enfin voilà, c'est un livre important. Il faut lire. C'est rigolo parce que Juliette Danjon en a parlé aussi là, dans le dernier podcast. Donc je suis en train de le lire parce que mon mari l'avait. Et alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce livre? Pourquoi il faut le lire? Il faut le lire parce que Alors, je vais parler d'un angle montessorien, sur l'angle montessorien. Si on prend les pédagogies, les grands noms de la pédagogie, à part Montessori, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de la concentration. Moi, j'adore Freinet sur plein de choses. Il y a des choses où je suis moins d'accord, mais il ne parle pas beaucoup de concentration. Et pourtant, voilà, c'est pour moi l'essentiel qui constitue ce qu'on va appeler la personnalité. On se construit, l'autoconstruction, elle passe par ça. Donc ça m'étonnait qu'il y ait quelqu'un qui en parle. Je me dis, mais pourquoi? Est-ce que c'est un parti pris, en fait, théorique? Et quand j'ai rencontré Csikszentmihalyi, là, je me suis aperçue que non, il y avait d'autres personnes qui avaient étudié le pouvoir de la concentration. Et moi-même, je le ressens. Voilà, c'est quelque chose que je goûte depuis très longtemps. J'ai fait du sport de haut niveau. Quand je suis dans cet état-là, ça me fait du bien. Voilà. Et avoir un auteur scientifique qui s'appuie sur des données pour dire oui, quand on est dans un état de flow, on s'en sort, on en sort, comme dit Montessori, c'est exactement ce qu'elle dit, il ne se connaissait pas. Apaisé, plus sociable, souriant, enfin... Donc le flow, c'est quoi? C'est la concentration intense quand on est passionné par quelque chose et qu'on est à fond dedans? Quand on est dans un tube. Ouais. Quand on est dans son activité, c'est comme ce dont parle Montessori avec cet enfant qui jouait avec les cylindres et elle pouvait faire de la musique autour, c'est vraiment quand on est dedans et que, pour moi, ouais, j'ai l'image du tube. On ne peut pas être déconcentré. On est dans une énergie, en fait. Et ça, il faut la goûter. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Enfin, c'est comme dire à un enfant dans nos classes, même moi, j'ai la tentation, je dis, bon, maintenant, concentre-toi. Oui. Ça veut rien dire, quoi. Ça veut rien dire. C'est-à-dire, donc c'est hyper difficile. Pour moi, et je sais que ce n'est pas les définitions exactes de ces deux termes, mais il y a l'attention et la concentration. On peut travailler l'attention, c'est-à-dire porter son attention consciente volontairement sur des objets, et en ça, je pense que surtout en 6-12, la place de la pleine conscience, de la pleine attention, c'est comme ça qu'on devrait dire, est importante. Donner des indices, orienter, guider les enfants sur comment on peut guider son attention pour arriver à cet état de flow, de concentration. Une fois qu'on y est dans la concentration, c'est grâce à l'attention. Oui. Voilà. Et donc cet auteur, il explique tout ce qu'on peut... Enfin, comment la créativité, comment l'énergie peut être canalisée par cet état de flow et comment plus on y goûte et plus on a tendance à y retourner. Et donc, vous disiez que c'était important qu'en 3-6, ils puissent goûter à ça. Et j'ai l'impression que le fait de ne pas les interrompre, c'est fondamental pour qu'ils puissent justement y arriver. Exactement. Et ça, il faut vraiment, vraiment le comprendre, en fait. Parce qu'on peut faire plein de formations, connaître sur le bout des doigts le matériel. Si on n'a pas cette idée que le but, c'est pas le matériel, mais c'est la concentration qui en découle, on passe à côté. Et c'est là où, en 3-6, c'est assez merveilleux. Moi, je ne suis pas formée 3-6, mais j'ai eu la chance de traduire des formations à AMI, de lire des albums. Enfin, je connais assez bien sans être diplômée. Et tout le secret du 3-6, c'est observer l'enfant, voir où est son intérêt, pour lui proposer des activités qui vont l'amener à la concentration. Le but ultime, c'est la concentration. C'est pas d'apprendre la différence entre les couleurs, d'apprendre le son des lettres, d'apprendre les maths. C'est de l'emmener selon
sa période sensible, selon là où il en est, vers la concentration. Et à chaque fois qu'il va avoir ce moment de concentration, on protège sa concentration parce que c'est ça qui le construit. C'est sacré, quoi, oui. Et c'est pas évident parce que quand on est en classe, protéger la concentration de tous, c'est un gage. Mais avec l'expérience, je vois des éducatrices vraiment formidables, j'en ai observé, enfin, ça se met en place en fait au fur et à mesure. Et si les enfants peuvent rentrer dans cette concentration et savoir qu'ils ne vont pas être interrompus, ils se construisent, ils sont plus apaisés. C'est comme ça qu'on arrive à ce qu'on appelle en Montessori ce gros mot de normalisation, qui simplement, les enfants sont dans leur construction normale grâce à la concentration. Ouais. Oui, donc c'est important qu'ils puissent le vivre en 3-6 pour après, en 6-12, aller vers l'abstraction et que c'est un peu comment dire, la base, c'est ça? C'est la base. Alors nous, c'est difficile parce que des gens ne comprennent pas. On a la chance d'avoir une école alternative à côté de chez nous qui est plutôt spécialisée, donc qui va accueillir des professionnels de santé, tout ça à l'intérieur de l'établissement. Donc il y a beaucoup de parents qui viennent nous voir en disant « Je voudrais inscrire mon enfant en 6-12 ». Mais aujourd'hui, déjà pour des questions de place, parce qu'on est une petite école, on ne peut plus accepter les enfants qui ne sont pas de notre école. Et aussi parce que tout le travail fait par l'enfant en 3-6, il se poursuit en 6-12. Et on n'accepte plus d'enfants qui n'ont pas fait Montessori en 6-12. Oui, parce que du coup, ça pose des problèmes, j'imagine, dans l'environnement. S'ils sont trop nombreux, ou même s'il y a quelques enfants qui n'ont pas vécu ça avant, ça peut perturber, du coup, j'imagine, l'organisation. S'il y en a un ou deux, ça nous arrive d'accueillir des enfants en IEF. Les parents nous disent bon, on a fait Montessori, on discute, même si tout n'a pas été fait. Il y a quand même une posture, il y a des choses. Mais un enfant qui vient ici parce que ses parents, et je les comprends, et ça a été... au début de l'ouverture de la classe, on a accepté beaucoup d'enfants parce que leurs parents étaient en détresse. Moi-même, je suis maman, je comprends. Notre enfant ne va pas bien, on ne connaît pas trop une pédagogie, on dit bon, on en entend parler, ça suit le rythme de l'enfant, ça doit être pour mon enfant. Mais en fait, c'est faisable si il est au sein d'une classe normalisée. On peut prendre 2-3 enfants, nous on nous dit, normalement c'est 10% d'enfants à besoins spécifiques ou non montessoriens. 10% ça va vite, ça fait 2 si on a 20 enfants, ça fait 3 si on en a 30. Bon. Donc ces enfants-là, on peut les accompagner. Mais si l'ensemble de la classe n'est pas montessorienne ou a besoin spécifique, en fait ça n'aide personne. Et c'est difficile de le dire. Voilà. C'est très difficile. Oui, parce que il faut le dire maintenant. C'est ça, les parents, c'est un peu sont à la recherche d'une solution. Voilà, ça fonctionne pas dans l'enseignement traditionnel, donc voilà, ils ont envie de trouver une solution pour leurs enfants. Mais voilà, du point de vue de l'éducateur, je comprends quelle peut être, les conséquences que ça implique. Et vous avez parlé de traduction, traduire des albums 3-6, traduire dans une autre langue, vous vouliez dire? Dans une autre langue, moi je suis bilingue, français-anglais. Donc c'est ça qui m'intéressait aussi dans l'école où je travaille. Et j'ai la chance par mon parcours, quand j'étais à Casablanca, l'école où je travaillais a ouvert... en fait, l'AMI fonctionne. L'AMI est à Amsterdam, c'est le centre, et dans chaque pays, il y a une association nationale qui va diffuser la pensée de Maria Montessori, qui va s'assurer que son legs est bien transmis par des formations, par des réunions, etc., pour la diffusion de la pensée montessorienne. Et donc, l'école où j'étais, la directrice, Aïcha Sagid, a ouvert l'AMM, l'association Montessori Maroc. Nous, on a l'AMF, eux, ils ont l'AMM. Et c'était dans mon école, et ils ont fait la première formation 3-6 au Maroc. Plus, ça faisait 2 ans qu'ils faisaient la formation d'assistant 3-6. Et donc, au Maroc, c'est principalement francophone et arabophone. Donc, les gens qui étaient là, moi, je traduisais. Donc, j'ai traduit Tayaba Salim pour la formation d'assistante, qui était une super belle rencontre, d'assistante 3-6. Donc, j'ai traduit sa formation de l'anglais au français. Et j'ai traduit la partie langage de la formation d'éducateur 3-6. D'accord. Voilà. Donc, j'ai fait ces traductions-là. J'ai travaillé aussi à la traduction à Archamps sur la dernière session de Joseph Haken,
qui fait toute la partie sur la préparation de l'environnement 6-12. Je l'ai rencontré pendant une conférence en février, ça fait un an du coup, oui, il y a un an, avec Donna Bryan Gertz. Voilà, et j'ai traduit Donna en direct. Le soir, elle faisait des vidéos, c'était très dur. J'adore Donna aussi. Et sur le développement humain, c'était cette conférence. Oui. Donc voilà, j'ai traduit Joseph et j'ai traduit Johnny Perry, qui fait la formation d'art. D'accord. Donc vous êtes parfaitement bilingue. Il me manque sûrement du vocabulaire parce que j'ai pas assez vécu aux États-Unis ou en Angleterre. J'ai vécu un petit peu. Mais oui, je peux traduire tout de l'anglais au français. L'inverse est plus difficile. De l'anglais au français, d'accord. Voilà. Et donc les langues, on en parlait un petit peu juste avant l'enregistrement, c'est quelque chose qui compte vraiment pour vous? Moi, je suis littéraire, j'aime les livres, j'adore les livres, j'adore les langues. Et je trouvais que le langage en Montessori, c'était vraiment comme ce que j'ai aimé chez Freinet, en fait. Il y a beaucoup de points communs, en fait, entre Freinet et Montessori. Et sur cet aspect-là, cette liberté, en fait, de pouvoir dire, OK, j'offre des présentations en langage aux enfants, mais c'est que la base. Ça me permet de les réorienter quand ils vont faire une recherche, une petite sortie, un exposé. Tu te rappelles, la dernière fois, on avait vu un matériel où on expliquait quel marqueur on mettait à la fin des mots dans le groupe nominal quand il y en avait plusieurs, par exemple. Ah oui, peut-être que tu pourrais reprendre cette activité-là et après tu pourras relire ton exposé pour le corriger. Voilà. Donc moi je le vois vraiment comme ça, avec des outils de présentation. Il n'y a pas de secret comme en 3-6, il y a de la répétition, mais sauf que les enfants en 6-12, ils n'aiment pas trop répéter. Donc il faut trouver des raisons pour lesquelles ils doivent répéter, et ça, les écrits libres, les recherches, les exposés, c'est le moyen pour qu'ils s'expriment et qu'ils disent « Ah oui, en fait, c'est utile ». Bah oui, parce que là, si on publie, si on le met dans le journal de l'école, si tu veux faire une affiche que tu vas présenter aux autres, eh bien, il va falloir que ton texte, on appelle ça la toilette. J'ai toute une histoire sur l'orthographe qui est comme un pull sale. On va pas sortir dans la rue tout taché, c'est pareil. Si on veut aller dehors avec son texte, on va lui faire sa toilette. On fait le toilettage de texte, on le rend tout propre, tout beau, et puis voilà. Donc les outils qui sont dans la classe, c'est des outils qui vont permettre de toiletter le texte après. Ça tombe bien parce que c'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Justement, j'avais l'impression qu'en français, il y avait moins de matériel qu'en mathématiques. Est-ce que déjà c'est le cas? Ouais. Voilà. Et du coup, ma question, c'était comment vous faites concrètement pour que les enfants maîtrisent la langue française? Voilà, est-ce qu'il y a des textes libres? Qu'est-ce que vous en faites une fois qu'ils ont écrit d'eux-mêmes? Enfin voilà, tout ça, c'est intéressant. Donc, historiquement, le 6-12, pour contextualiser, le 6-12, il a été développé théoriquement par Maria Montessori et pratiquement par Mario Montessori quand ils étaient en Inde, en anglais. Après cette période en Inde, ça s'est développé aux États-Unis. Tout le curriculum 6-12, il est très marqué par les États-Unis. D'accord ? Et le langage notamment. C'est un long travail, beaucoup de personnes s'y attellent. Il y a un comité avec Benoît Dubuc, avec Françoise Néry, un comité de l'AMI qui travaille sur cette traduction en français. Voilà, c'est en cours, c'est pas forcément... c'est toujours pas fini en fait. C'est pas fini. D'accord. C'est pas validé par l'AMI en tout cas. Le matériel qu'on a, de toute façon, il peut pas être AMI puisqu'il n'y a pas de matériel français validé. D'accord. Et donc, Mario Montessori, c'était un grand mathématicien. Donc, les maths, pas de souci. On a des superbes étagères avec beaucoup de choses. En langage, il faut vraiment voir le matériel de langage comme une aide à l'écriture, comme je viens de l'expliquer. Ouais. Donc, on va avoir du tri. En grammaire, c'est quand même magnifique. Hein. Oui. Enfin, vraiment, hein, oui. C'est formidable. Enfin, moi, j'ai des enfants de 7 ans qui adorent la grammaire. Oui. Bon, pareil, dans mes ateliers, j'ai réussi à redonner le goût à la grammaire à des enfants de 7-8 ans. Voilà. Mais c'est ça. Donc, c'est quand même déjà, faut le mentionner. Oui, la grammaire, oui. Le développement de ce matériel, les flèches de grammaire, l'analyse de phrases, c'est top aussi. Oui. C'est vraiment, pour moi, c'est deux matériels vraiment
incontournable et qui montre la réussite de Montessori. Ouais. Mais orthographe et conjugaison, j'ai pas l'impression qu'on est la même chose, quoi, qu'en grammaire. Alors, en orthographe, on a du triptyque. C'est-à-dire, au lieu de remplir des pages de cahiers de fichiers, on dit, ok, vas-y, prends les tickets, crée-en des nouveaux, le singulier, le pluriel, le féminin, le masculin, pour le nom, pour l'adjectif. On va avoir du tri aussi pour le déterminant, avec des tableaux qui vont nous permettre de trier, et ça, pas que avec le déterminant, on l'a avec l'adverbe, on l'a avec les prépositions, on l'a avec les interjections, on l'a avec les pronoms après, enfin, voilà, c'est vraiment... l'enfant, dans le 6-12, déjà on le voit beaucoup classer en 3-6, mais en 6-12, il est dans l'esprit raisonnant, il adore classer. On fait beaucoup de classements, de tri. Donc on a tout ce travail sur l'orthographe grammaticale. Sur l'orthographe lexicale, on n'a pas de matériel qui nous est donné en formation, mais on en a aussi quand même un petit peu. Par exemple, on va travailler beaucoup sur l'étymologie. Ça va nous permettre de travailler l'orthographe lexicale. Est-ce que tu es sûr que ce mot-là, il vient de cette famille-là? Dans le chapitre études des mots, on travaille sur les préfixes, les suffixes, les familles de mots, les mots composés. Et à chaque fois, dans tous les domaines, on revient à l'étymologie. Donc si ça, pour nous, en tant qu'adultes, c'est notre culture de présenter toujours l'étymologie, c'est vraiment une aide à l'orthographe. Oui. On va avoir le travail sur la ponctuation. Il y a beaucoup de récits en 6-12. On va raconter beaucoup d'histoires. Donc, on va raconter l'histoire de la virgule, l'histoire du point d'exclamation. Voilà, ça, c'est à nous de créer... nos histoires, ça, c'était un travail qu'on a eu à faire en formation. Mais on les a, puis on est enthousiaste. Oh là là, il faut que je te raconte l'histoire du point d'exclamation. Est-ce que tu sais quand il est apparu? Alors là, tout de suite, c'est « Ah bah oui, ça n'a pas toujours existé. » Bah non. Alors, on se fait des photocopies en A4 ou A5 avec des vieux manuscrits. On dit « Regarde, là, c'est la première fois que le point d'exclamation, il est apparu. » Puis après, il était dans l'autre sens. Et puis... Voilà, on a beaucoup d'histoires et là, ça va engager l'enfant dans quelque chose où il se dit « Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut mettre la convention, c'est de mettre le point d'exclamation quand c'est dans une phrase qu'on appelle exclamative. » Ça, moi, je leur donne les informations, mais c'est en discutant. Oui. Et puis, on répète, et à force, quand on corrige leurs écrits, on dit « Ok, tu te rappelles ce qu'on met quand on veut passer une émotion ou une surprise ?» Ah oui, un point d'exclamation, ça s'appelle une phrase exclamative. Oui. Donc voilà, c'est par des redites, c'est moins formalisé que ce qu'on peut trouver. Et c'est ça qui peut dérouter parfois pour des gens qui n'ont pas l'habitude de notre type de pédagogie. Et par rapport à ça, on se rapproche beaucoup de la pédagogie Freinet, texte libre et tout ça. Oui. On a le cahier d'écrivain. Alors on avait un formateur, Archance, qui est formidable. J'aime beaucoup Benoît, qui nous supervise. Et il invite plein de spécialistes. Des gens qui, par leur cœur, en fait, on voit qu'un environnement 6-12, ça marche vraiment parce que l'adulte, comment il fait vivre sa classe. Donc on avait Johnny Perry, qui était éducatrice en Californie, à San Francisco, puis là, qui est partie ailleurs, en Boulders, aux États-Unis. Et elle, c'est là. Tout passe par là, parce que c'est son truc. Mais c'est quand même, on est dans ce qu'on appelle en Montessori, qui fait hyper peur quand on ne connaît pas l'éducation cosmique. Oui. C'est-à-dire que de tout lier dans un principe holistique à travers d'un intérêt. Elle, son intérêt, c'était l'art. Et comme les enfants, les neurones miroirs, ils fonctionnent. Je veux dire, après, si vraiment nous, on adore quelque chose, les enfants, ils vont aimer. Et c'est pour ça qu'il faut être passionné en tant qu'adulte. Parce que si on est oh là là, faut que j'y aille le matin, on n'a pas envie, on fait un truc sans intérêt, l'enfant, il va pas accrocher. Bah oui. Donc, j'enjambe comme Montaigne, je suis désolée, je reviens au sujet. Donc, il invitait plein d'éducateurs qui nous donnaient leur expérience via leur intérêt. Et on a eu ce formateur qui s'appelait Gérard Léonard, Jerry, qui forme les éducateurs à EMI 6-12 et qui est venu nous faire tout ce qui est littérature et langage. Donc c'est vraiment son truc, c'est l'écriture. Oui. Et donc il nous a donné plein de choses. Donc nous, les enfants, ils ont un cahier d'écrivain, c'est un écrit libre, il n'y a pas de correction, l'adulte ne le regarde pas à moins que l'enfant ait envie de lui montrer. Le but là, c'est pas de corriger, c'est de laisser l'enfant écrire quand il veut, ce qu'il veut. Qu'il ose s'exprimer et que l'orthographe soit pas une barrière, c'est ça, qu'il ose... L'orthographe, la syntaxe, là, c'est son intimité. Nous, on ne regarde pas. Il veut sortir quelque chose de ce cahier, le montrer, l'écrire on publie des petits livres tous les ans
des écrits des enfants dans la classe pour les années suivantes, bah là, il va falloir le toiletter. Oui. Donc on va l'aider. Il va avoir du matériel. Mais jusque-là, nous, c'est chacun son petit univers privé où on peut s'exprimer. Et ça, c'est vraiment génial. Et puis des petits trucs, le poème dans la poche. On fait des journées poèmes dans la poche. C'est-à-dire, la semaine prochaine, on fait une journée poème dans la poche. Alors chacun écrit un poème sur un papier, le met dans sa poche, et puis dans l'école, il peut aller voir un adulte, un enfant de 3-6, un parent qui arrive. Est-ce que je peux te lire ou te réciter mon poème ? Ah oui. Voilà. Des petits trucs, et ils sont hyper contents. Il y a le moment, ah ouais, super. Donc voilà, par exemple, pour pouvoir faire entrer la poésie dans le cœur des enfants, que ce soit pas que pour avoir une note, mais parce que c'est beau, bah ça, c'est des petits trucs super. Et quand on le voit, et quand ça arrive, quand on voit 2-3 enfants qui sont en général plus grands, vers 8-10 ans, ils adorent, et ils le récitent. Ils le lisent 1 fois, 2 fois, puis la 3e fois, ils le récitent. Bah, ça donne envie aux plus jeunes de le faire. Donc c'est ça aussi l'intérêt du multi-âge. Donc voilà, le langage comme écrit libre, comme Freinet, comme outil de communication. La langue, c'est un outil de communication. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller dans un univers trilingue, parce que moi, je n'arrivais pas, j'ai toujours du mal, parce que j'ai toujours pas d'enfants anglophones, à mettre le bilinguisme dans ma classe. Le vrai bilinguisme. Oui, alors c'est quoi justement le vrai bilinguisme ? Parce que moi, pareil, l'anglais, ça compte beaucoup pour moi. Pendant mes ateliers, je travaille toujours avec une personne anglophone, mais qui n'est pas... Enfin, comme ça change assez souvent, voilà, c'est que le mercredi, donc forcément, c'est un emploi un peu précaire, quoi. Donc, ça change souvent et j'ai pas le temps de les former vraiment au matériel. Donc, du coup, voilà, votre avis m'intéresse beaucoup. C'est quoi le vrai bilinguisme ? La langue, c'est un outil de communication. Ouais. Tant qu'il n'y a pas une raison communicationnelle à utiliser une langue, il n'y aura pas de bilinguisme. Et en France, c'est possible ? C'est possible de... Bah, c'est possible si on a des enfants anglais dans notre classe. Sinon, ça reste artificiel. Enfin, ça ne marche pas, en fait. Donc, bon, après, on a eu plein de discussions avec ma directrice sur le terme bilinguisme. Et même en formation, on avait une Américaine qui travaille à Montpellier qui nous avait fait un séminaire sur le bilinguisme. Et elle disait vraiment, il faut être très honnête et très clair sur ce qu'on entend par bilingue, quand on appelle son école bilingue, quand on accueille les parents. Et nous, elle est bilingue parce que dans chaque environnement, il y a un anglophone. D'accord, maintenant c'est le cas. Ça n'était pas au début, mais maintenant c'est le cas. Ça a toujours été. Ah, d'accord, ça a toujours été. Il y a toujours un adulte anglophone. Ah oui, adulte, mais c'était les enfants dont on parlait, non ? Mais oui, notre école, on explique aux parents qu'elle est bilingue dans la mesure où il y a toujours un adulte parlant anglais dans la classe. D'accord. Par contre, moi, je leur dis, il n'y a pas de bilinguisme réel. Vous ne verrez pas votre enfant parler anglais tant qu'il n'en aura pas besoin. Ouais. Et j'en suis convaincue, en fait. Par rapport à mon expérience à Casablanca, par rapport à moi-même, j'étais à l'école en Irlande. J'étais la seule française, évidemment, je parlais anglais parce que mon but, c'était de communiquer avec les enfants. Il suffit de voir les tout petits enfants qui sont avec des enfants étrangers, même s'ils ne parlent pas la langue, ils arrivent à communiquer. Ils trouvent des moyens. Donc, ils ont super envie quand ils sont plus grands et qu'il y a autant d'anglais que de français, il y a un melting pot, ça fonctionne. J'ai des amis, des collègues qui sont à l'école de Bruxelles. Là-bas, oui, évidemment, c'est une école bilingue. Il y a le Conseil européen. Enfin voilà, ça marche parce qu'il y a des enfants de plein de nationalités et pour communiquer entre eux, ils parlent anglais. Ouais. Avant, c'est du formalisme. Oui, on donne les outils, mais pourquoi vraiment le faire ? Quelle est l'utilité ? Il n'y a pas d'utilité. C'est pas... Et alors là, vous parliez des échanges entre enfants, mais entre adultes et enfants, il peut y avoir des situations de communication quand même. Oui, ça reste artificiel ? C'est ça que vous voulez dire ? Pour moi, ça reste pas nécessaire. Parce que là, je pense à mon expérience personnelle. Je vais en faire profiter les auditeurs. On a une Australienne qui vient à la maison tous les samedis de 10h à 14h. Et pour mes 2 filles et une copine à mes filles. Et donc, du coup, elle parle pas français. Donc, elle leur parle en anglais tout le temps. Et mes filles ont fait, les trois enfants, du coup, parce qu'il y a aussi leurs copines, ces 3 enfants-là ont fait des progrès énormes. Et pourtant, elle parle pas à d'autres enfants, elle parle à une adulte. Mais elle l'aime bien. Oui, elle l'aime bien. Elles ont envie de communiquer avec elle, elles ont un lien privilégié, elles sont 3 pour 1. Oui. Dans une classe, en plus, c'est difficile de trouver des anglophones non francophones qui ne vont pas comprendre quand l'enfant parle français. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est des bilingues, des gens bilingues qui vont intervenir en classe. L'enfant, il n'est pas dupe, il sait bien.
il peut lui parler français et qu'il comprendra. Alors l'adulte peut lui répondre en anglais. Il y a de la prosodie, c'est super. Enfin, Ouais. je dis pas, ça réinvestit ce qu'on apprend. C'est beaucoup mieux que rien. Ouais. Mais le vrai bilinguisme, il arrive quand il faut s'exprimer au quotidien ou notre cerveau. Si vous êtes bilingue aussi, vous voyez bien. Enfin, moi, je sais plus quand j'ai lu un livre en français ou en anglais, je sais plus. J'en suis pas encore là. Ça vient comme ça, en fait. On réfléchit dans la langue directement. Ouais. Là, il faut quand même que ce soit ultra régulier. Ouais. Mais le fait que l'adulte ne comprenne pas le français, ça enlève c'est moins artificiel, parce que l'enfant est bien obligé de lui parler en anglais pour se faire comprendre. Évidemment. Ouais. Évidemment. Et donc le top, c'est quand il y a des enfants anglophones dans la classe qui ne comprennent pas le français au départ. Pour moi, oui. Ouais. Quand la langue sert dans son rôle de communication. Ouais. Et c'est vrai que j'en ai repris conscience il n'y a pas longtemps avec les lettres mobiles. J'accompagne des enfants là qui sont je pense à un petit garçon là que je vois pas souvent parce qu'il habite Paris, mais à chaque vacances scolaires sa mamie l'emmène aux ateliers et donc il connaît pratiquement tous les sons et je lui ai proposé les lettres mobiles et en fait c'est la première fois que je lui disais à qui tu aimerais écrire un message. Alors que d'habitude, quand j'utilisais ce matériel, j'étais plutôt « qu'est-ce que tu aimerais dire ?» Et en fait, j'ai senti la différence dans ma façon de présenter les choses, parce que quand je lui ai dit « à qui tu aimerais écrire un message ?» tout de suite, il m'a répondu « mon papa », puisqu'il était en vacances chez les grands-parents. Et donc, je lui ai dit « ah oui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ton papa ? On se voit à la gare vendredi 14 février. » Et donc, du coup, là, je me suis dit « mais oui, mais ça a tellement plus de sens que juste écrire une phrase, parce qu'en écrivant, tu vas apprendre à écrire. » C'est ça. C'est ce qu'on dit, c'est la différence entre le point d'intérêt ou point de conscience en 3-6 et nous, notre objectif direct ou indirect. Nous, on peut avoir des objectifs, l'enfant, c'est pas la même chose. Hein. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. Et nous, en 6-12, c'est moins développé, mais c'est la même chose. C'est-à-dire se dire, pourquoi est-ce qu'il va faire ça, l'enfant ? Quel est son intérêt ? Voilà. Nous, on a un intérêt, c'est remplir notre rôle d'éducateur. Mais il faut que je trouve le moyen pour que lui, ça remplisse son rôle de construction interne. Ouais. Si ça n'a aucun intérêt, pourquoi le faire ? Et l'orthographe, on en revient à l'orthographe, il y a plein d'enfants qui me disent « mais c'est quoi l'intérêt de l'orthographe ?» Et c'est vrai, c'est une bonne question. C'est de se faire comprendre par l'autre. Et oui, mais maintenant, avec les textos, les machins comme ça, c'est pas évident. Ouais. Moi, je vois bien ma sœur, elle écrit et ses copains, ils la comprennent. Et donc, j'ai cette histoire sur... c'est ça, grâce et courtoisie depuis les 3-6, c'est-à-dire, on vit en société, on vit pas que pour soi, c'est un respect de l'autre aussi. On va pas sortir tout taché, non, c'est pareil pour l'écriture et l'orthographe. Ouais. Et il y a une histoire en plus, c'est l'histoire du mot. Alors, si t'appelles, alors j'utilise les homonymes, je sais plus, la mer, l'océan comme un maire d'hôtel de ville, ça peut pas faire plaisir à l'océan. Ouais. Et puis pour en revenir aux lettres mobiles, souvent ils écrivent des phrases beaucoup plus longues s'il y a un sens. Si on leur avait juste dit ils auraient peut-être juste écrit un mot ou deux, puis paf, ils auraient rangé l'activité. Alors que là, d'écrire une phrase, forcément, ça va être déjà beaucoup plus long aussi. La contextualisation, donner du sens. Je crois que c'est vraiment important dans notre pédagogie, dans toutes les pédagogies, pas que dans la nôtre. Pour qu'un enfant il apprenne, il faut qu'il ait un intérêt. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, vous parliez des points communs entre Freinet et Montessori. Donc là, on les a bien vus au niveau de l'écrit, on va dire, au niveau de l'écrit. Est-ce qu'il y en a d'autres, à votre avis ? Alors nous, on fait beaucoup de ce qu'on appelle les petites sorties. C'est-à-dire qu'un enfant, il a un intérêt. J'ai un enfant qui fait du cyclisme. Il a voulu savoir comment on construisait un vélo. C'est pas quelque chose qu'on va faire en classe. Par contre, je lui dis, ça t'intéresse ? Écoute, tu prépares des questions, tu vois où est-ce qu'il y a une usine de vélo ou un fabricant de vélo, et si tu veux, tu peux le faire. Alors les petites sorties, c'est à maximum 4, mais en général ils sont 3. Et vous prévoyez tout. Comment vous y allez, vous écrivez un mail pour demander rendez-vous. Voilà, l'enfant il est responsable de sa petite sortie, il sort, il y va, il peut faire des photos, des vidéos, écrire, il revient, il présente à la classe. Donc ça, ils sont hyper motivés. L'enfant en 6-12, il a besoin de sortir des murs de la classe, mais il est en responsabilité. Voilà, de son voyage. On a des chaperons, donc des assistants ou des parents qui sont OK. Donc on a un calepin avec les jours où ils sont dispo. L'enfant, il appelle les parents, est-ce que je peux, ou l'adulte,
quand est-ce que tu serais disponible, je peux prendre rendez-vous tel jour, et puis ils font leur sortie, ils reviennent. Donc ça, je pense que c'est un lien avec Freinet aussi, sur la vraie vie. C'est ça. Voilà, parce que l'enfant, là, autant en 3-6, il est dans un environnement préparé, très feutré, très protégé. En 6-12, il a besoin de sortir. Si on fait la même chose en 6-12, l'enfant, il n'est pas bien. Il a envie d'aller au-delà des murs de l'école, vraiment. Bah oui. Voilà. Donc ça permet justement d'aller découvrir la société et de donner du sens à tout ce qu'on fait en grâce et courtoisie. Pour tous, c'est vraiment... contextualiser, c'est exactement pareil que les phrases avec l'alphabet mobile. Avant, on a vu toutes les règles de grâce et courtoisie en soi, maintenant, on va les éprouver au contact du monde. Comment on écrit un mail avec politesse, les tournures, voilà. Oui, et puis à travers ces petites sorties, voilà, ils apprennent énormément de choses parce que savoir quel chemin prendre, comment contacter la personne. Et puis j'ai l'impression aussi qu'on leur montre, que l'adulte leur montre qu'on leur fait confiance. On arrête un peu de les prendre par la main et de tout faire à leur place. Et voilà, ils ont la responsabilité de l'organisation de cette sortie. C'est énorme. On a même une formation de chaperon. Une fois par an, on forme les adultes qui veulent bien se porter volontaire. Mais je crois que c'était dans le podcast avec Benoît Dubuc. Il disait, alors je suis pas sûre, il faudrait que je réécoute, mais il disait que si l'enfant se trompait de chemin, tournait à gauche au lieu de tourner à droite, et ben on le laissait se tromper. Tout à fait. Ouais. Ah ben là, il faut qu'il assume de A à Z. Et pour l'adulte qui n'est pas préparé, on a eu le cas la première année. Bon, on va faire une petite formation parce que le but, c'est pas qu'il arrive au lieu de rendez-vous. Hein. Le but, c'est qu'il fasse son voyage. Qu'il soit responsable de A à Z. Et pourquoi ? Enfin, l'erreur, il faut vraiment la valoriser. Je pense que pédagogiquement, il faut remettre en valeur l'erreur. C'est pas juste ok, on s'est trompé, puis on fait pas attention. C'est ok, quelle erreur tu as faite ? Comment tu as pu la corriger ? Est-ce que tu vois où est-ce qu'était ton erreur ? C'est bien, tu as appris. Voilà. C'est un mantra. C'est super, tu as fait une erreur. Qu'est-ce que tu as appris de cette erreur-là ? Et si l'erreur de se tromper de chemin implique que finalement on arrive, je sais pas moi, 2 heures après l'heure du rendez-vous et que la personne n'est plus disponible, ben c'est comme ça. Eh ben c'est comme ça. D'accord. C'est pas grave. Non, pour l'enfant, ça peut quand même être un peu déstabilisant. La prochaine fois, il va vraiment être attentif aux panneaux sur la voie, etc. Ouais. Oui, prendre le métro dans le mauvais sens ou quelque chose comme ça, ouais. Mais oui. Oui, c'est... Après, ils sont 3 enfants, hein. Tout repose pas sur les épaules d'un enfant. C'est vrai. Oui, donc ça peut être aussi... ils peuvent aussi se mettre d'accord, mais non, je suis pas d'accord, on va pas dans la bonne direction. Bien sûr. Ouais, donc là, on se rend bien compte de tous les apprentissages qui sont en jeu, quoi. Exactement. Et au début, nous, on est en tant qu'adultes très réticents. On dit, ah ouais, la petite sortie, c'est bien gentil, mais à l'heure d'aujourd'hui, où tout est très réglementé, est-ce que vraiment c'est possible ? Et puis on l'oublie. On a un programme tellement chargé. Mais non, il faut pas vraiment. Au début, on les provoque. Les petites sorties très rapidement. Les enfants, ok, moi j'ai une idée, je veux ça. Donc on travaille en classe. Montre-moi tes questions, etc. Un enfant qui a vraiment des problèmes de maîtrise de soi, on lui dit, pour l'instant, je pense que il va falloir que tu travailles un peu plus sur ton impulsivité parce que dehors, comment on va faire ? Tu as très envie, moi j'ai très envie que tu y ailles. On reste sur cette période-là, tu nous montres que c'est possible et la prochaine période, dans un mois, ok, on verra. Ça donne un sens pareil, ça recontextualise. Pourquoi est-ce que je vais bien me tenir, je vais faire un effort surhumain des fois pour certains enfants. Pourquoi je ne vais pas sauter sur une chaise, j'en sais rien moi, un problème de comportement, pour faire plaisir à l'adulte, mais moi j'ai pas envie de faire plaisir, des fois, quand ça va pas. Non, j'ai envie de me faire, pour moi-même, j'ai envie de montrer que je suis capable de le faire pour moi, pour pouvoir sortir. Donc, voilà, ça aide aussi à la gestion de place interne. Oui, puis l'adulte est un guide. Si l'adulte sent que ça va pas le faire parce que l'enfant est trop impulsif, ben voilà, justement, il va l'aider à régler ça avant la sortie. Voilà. L'adulte, parce que souvent, les gens qui connaissent mal cette pédagogie, ceux qui écoutent le podcast, je pense que quand même, là, ils commencent à comprendre un peu les tenants, les aboutissants, mais voilà, quelqu'un qui l'écoute pour la première fois, souvent, il y a cette fausse croyance dans la pédagogie Montessori, les enfants font ce qu'ils veulent. Alors que là, ça prouve bien que non, il y a quand même ce cadre et que l'adulte reste un garant de la sécurité et un guide et ne va pas laisser un enfant impulsif sortir si c'est trop tôt pour lui, quoi. Tout à fait.
Et puis alors, une autre différence entre le 3-6 et le 6-12, c'est qu'en 3-6, l'enfant choisit son activité, il peut se construire beaucoup. Nous, on laisse les enfants observer pendant des longues périodes. S'il n'est pas prêt à accepter une présentation, il ne l'a pas. En 6-12, on ne peut pas choisir de ne pas assister à une présentation. Donc, on peut choisir la liberté dans le choix du travail. Par contre, il n'y a pas la liberté de ne pas travailler. Oui. Et les présentations sont collectives en 6-12? Elles sont collectives, oui. Oui. Donc avec combien d'enfants à peu près? Ça peut aller jusqu'à 8. Mais c'est l'adulte qui choisit quel matériel il va présenter à quel enfant, à quel moment? Oui. Voilà. D'accord. Donc, il y a les leçons clés, comme on les appelle, dans chaque chapitre. Des leçons qui doivent être présentées parce que c'est ça qui ouvre le travail avec un matériel. On ne peut pas se passer de ces leçons-là. Et par exemple, avec le damier, on a plein de leçons, de présentations qui n'ont pas obligation d'être présentées. Là, après, ça va être vraiment sur l'observation. Cet enfant-là, il a besoin d'étayage. Donc, on va lui présenter ça et ça et ça. Et puis l'autre, il n'en a pas besoin, donc il va explorer seul. Ce qu'on veut, c'est pas voler la découverte à l'enfant. Donc, on est obligé de lui présenter certaines présentations pour savoir comment se servir d'un matériel, mais on ne va pas lui expliquer tous les détails s'il n'en a pas besoin. Il les découvre par lui-même. D'accord. Et on sait maintenant que le cerveau a besoin quand même, pour créer pour la consolidation, on sait qu'on a besoin de répétition, d'automatisation, de le refaire plusieurs fois pour que le chemin soit vraiment bien solide, ancré. Donc comment ça se passe du coup? C'est l'adulte qui va présenter, donc qui présente la première fois un matériel et qui va demander ensuite à l'enfant, observer l'enfant, voir s'il le refait de lui-même, et s'il ne le fait pas, demander à l'enfant de le refaire? Alors, dans ma classe, moi, j'ai été formée après mon diplôme à EMI. J'ai suivi une formation avec Michael Dorer, qui est formé à EMI à Bergame et qui est maintenant quelqu'un d'important à l'AMS, American Montessori Society, qui est une des grosses... c'est un gros centre de formation de Montessori aux États-Unis. Il y a AMI et AMS aux États-Unis. Et donc, il a une formation pour nous permettre de nous organiser dans les présentations. Et donc, lui, il dit, c'est de là que vient aussi le principe que j'ai dit tout à l'heure, où la liberté de choisir son travail, mais pas la liberté de ne pas travailler. C'est-à-dire qu'à la sortie de chaque présentation, un enfant choisit son travail. Il n'y a pas le choix, en fait. Il faut choisir un travail. Et, voilà. Et c'est noté dans un classeur, et ils vont voir ce qu'ils ont à faire. Donc, on présente un matériel. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret pour les auditeurs? Ce serait bien. Alors, on va prendre le damier, on est avec le damier, je présente le damier. Donc je propose 2 follow-up. Est-ce que tu préfères le refaire entre 5 et 10 fois ou tu préfères dessiner sur ton cahier le damier 5 ou 10 fois en faisant les opérations finales? Enfin, le résultat avec le damier. Donc, ceux qui préfèrent dessiner, ils vont le dessiner. Ceux qui préfèrent faire, ils vont le faire avec le matériel sans... Voilà. À chaque fois, il faut trouver au moins 2 possibilités pour que l'enfant ait le choix, parce que la liberté vient du choix. Il peut proposer quelque chose, mais à nous de dire soit je vais y réfléchir, soit non, soit oui. Il faut que ce soit quand même en lien avec la présentation et la compétence qu'on veut travailler. Mais il a toujours quelque chose à faire. D'accord. Oui, c'est pas on présente le matériel et hop, c'est fini, on le range et on passe à autre chose, quoi. Il y a un prolongement. Si on fait le singulier pluriel des mots en EUR, première possibilité, combien de fois tu vas reprendre l'activité de tri des étiquettes? Deuxième possibilité, combien de phrases tu vas passer du singulier au pluriel avec des mots en EUR? Donc, les kinesthésiques, ils vont plus choisir le tri. Ceux qui aiment bien écrire le joli, l'esthétique, parce qu'ils vont faire des petits cadres, ils vont choisir plutôt d'écrire dans leur cahier. Enfin, c'est au choix. Il n'y a pas d'obligation de faire l'un ou l'autre. Par contre, il y a obligation d'en choisir l'un ou l'autre. D'accord. Ouais, c'est clair. Et donc, comme ça oblige à une rigueur et nous, on peut suivre. Et surtout, il y a répétition. Et on voit bien quand un enfant n'a pas compris ou compris. Parce que la liberté de ne pas répéter, c'est pas possible. Oui. Et donc, du coup, ils ont comme un espèce de plan de travail où ils notent ce qu'ils font dans la journée? Ou est-ce que c'est vous qui remplissez un peu la trame, ou est-ce que c'est une feuille blanche ou avec 3 colonnes et c'est eux qui écrivent? Alors, de base, chaque enfant a son cahier journal dans lequel tous les matins il écrit la date et il va écrire ce qu'il a fait dans la journée. C'est rigolo ce que vous appelez ça cahier journal, comme les enseignants d'éducation nationale, sauf que ça n'a rien à voir puisque c'est l'adulte qui fait le cahier journal. Là, c'est leur cahier à eux, et
pendant les rendez-vous individuels, ça nous permet de discuter. Bah, regarde, là, tel jour, je vois que tu n'as fait que 3 choses, qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà. Donc, on a le cahier journal individuel, et ils ont un classeur, moi je fonctionne par année, c'est-à-dire il y a les premières, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Après, il y a des enfants qui vont très vite sur un domaine je leur dis, bon, bah là, en français, tu iras regarder dans le classeur de quatrième année. Le follow-up, donc il y a le titre de la présentation. À l'avance, j'ai préparé mes 2 choix de follow-up. Et en dessous, il y a les prénoms. À côté de chaque prénom, à la fin de la présentation, je note s'ils ont choisi le travail 1 ou 2. Et ils se cochent quand ils ont terminé, dans le classeur commun qui est en place. Ils n'ont pas de feuille de route. D'accord. Donc c'est un outil sur lequel ils peuvent retourner, sur lequel mon assistante peut retourner pour voir ce qu'il leur reste à faire. Eux, c'est visuel. Après, j'ai des enfants, ils ont besoin d'une feuille de route. C'est trop compliqué de retourner à la feuille, ils n'arrivent pas à gérer leur temps. Donc pareil, je les guide. Je veux pas que ce soit une entrave. Par contre, je vais pas me dire, ah non, faut pas de plan de travail. Donc ces enfants-là, ils ont une feuille où il y a la date, où il y a la présentation et le follow-up qu'ils ont choisi qui est dans leur trieur. Comme ça, ils n'ont que à ouvrir. Il n'y a pas l'effort d'aller jusqu'au classeur. Enfin, voilà, mais j'adapte. Dès que c'est possible de l'enlever, je l'enlève. D'accord. Voilà. J'ai envie... Enfin, c'est pas que j'ai envie. C'est un de mes buts, vraiment, c'est d'avoir des enfants qui, à la sortie de ma classe, sont en mesure de s'organiser dans leur travail. Et moi, j'en ai des enfants à 8 ans, franchement, ils assurent. Ouais. Ils arrivent à savoir ce qui n'est pas terminé, ils rangent parce qu'on a un classeur pour le travail terminé. Ils savent ce qu'ils ont à faire sans avoir de feuille de route. Ils se régulent, ils savent que tous les matins ils vont faire ça. Ils avalent leur crapaud, comme on dit. Hein. C'est tout ce qu'ils n'aiment pas faire. Moi, je leur raconte l'histoire des crapauds. Je ne sais pas si tu connais, si vous connaissez. Non. C'est avec le matin miracle. C'est se lever très tôt le matin et d'avaler ses crapauds. C'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas envie de faire, on le fait au début. Et après, on fait ce qu'on veut. Ben, moi, je leur raconte souvent cette histoire que moi, je le fais. Et le matin... Ben voilà, moi aussi, il y a des choses, je le fais parce que je dois le faire, mais j'ai pas envie. Oui. Tout mon administratif, tous les papiers, tous les machins, je le fais le matin, et après, je peux faire ce dont j'ai envie. Ben eux, ils font ça, certains. Ils ont appris à faire les tâches ingrates qu'ils n'ont pas envie de faire, et après, ils peuvent se lancer dans leur grand travail, leur écriture, tout ça. Mais il y a des choses qu'il faut faire, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, il y a des choses quand même qui sont imposées, mais après, ils ont encore du temps. Je sais pas si un enfant se passionne pour les divisions et a envie de faire des divisions avec des nombres à virgule, ben, il aura le temps dans la journée d'approfondir ça. Ouais. Bah oui, largement. D'accord. Et justement, je voulais savoir un peu la part entre leur projet personnel et le matériel et ce qui vient de l'adulte. On peut peut-être pas parler en pourcentage, mais un enfant qui arrive avec un projet, je sais pas moi, qui a fabriqué par exemple un bateau en papier ou en carton avec un moteur, qui est hyper enthousiaste, qui arrive avec son projet. Déjà, donc j'ai 2 questions en une. Est-ce que vous allez rebondir là-dessus ? Et déjà celle-là, est-ce que vous allez rebondir là-dessus ? Si l'enfant est hyper enthousiaste. S'il fait ça, ça sera une présentation dans le cadre des après-midi. Nous, on goûte ensemble et c'est à ce moment-là que les enfants présentent leur compte-rendu de petite sortie. Donc, à la manière d'une petite sortie, il va présenter. Avant, je vais voir avec lui, ok, t'as ton bateau, est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne, comment il avance ? Est-ce que tu as des documents à présenter aux copains pour leur expliquer ? Si ça manque, c'est bon, bah, peut-être tu peux faire une recherche là-dessus parce que là, peut-être qu'on ne comprendra pas exactement comment tu l'as construit, comment il avance, des choses comme ça. Donc, je vais le guider sur comment montrer son projet à ses copains. D'accord. Et l'autre question, c'était quelle est la part entre leur propre projet, l'envie de faire une division, l'envie de, je sais pas moi, de préparer une sortie, quelle est la part entre leur propre projet et ce que vous imposez ? Ce qu'on impose comme présentation formelle, il y en a une en maths par semaine, une en français, une en art, une en musique, une en histoire ou géographie. Enfin voilà, chaque jour ils savent qu'ils vont avoir une présentation dans tel domaine. D'accord. Après, là, par exemple, on a fait les Grecs, la Grèce antique. Bah, on raconte l'histoire et après c'est ok. Alors qu'est-ce que tu veux faire ? Et là, c'est un projet personnel qui est en lien avec le travail. Moi, j'ai envie de travailler. Voilà, en général, c'est les dieux. Ouais. Alors, ils ont fait un grand projet avec un grand panneau, avec plein de dessins et d'explications, un arbre généalogique.
pour moi, c'est du travail personnel. Oui. En fait, vous avez semé une petite graine et puis après, ils s'en occupent, quoi. C'est ça. Et Mm. dans tout ce qui est culture, à la fin, quand je leur dis qu'est-ce que vous voulez faire, il y a ça, ou si vous avez un projet, bah, ils choisissent selon leurs intérêts. Mm. Mais on est quand même dans le cadre de quelque chose qu'on est en train d'explorer. Ouais. Après, les explorations comme le bateau, Mm. ouais, j'entends, mais c'est comme le vélo, c'est comme, super, Mm. vas-y, cherche, fais des recherches, construis ta présentation, tout ça, mais c'est en plus, il y a le temps en classe. Oui. Il y a le temps de le faire. Et en général, c'est des enfants qui veulent travailler à la maison. Hein. Et on m'a fait, non, mais je ferai ma recherche sur Internet à la maison, parce que nous, on a un ordinateur dans le bureau de la directrice qui n'est là, enfin, qui est à la fois en classe, donc il est disponible 2 heures par jour. Ah non, mais je le ferai à la maison, c'est pas grave. Okay. Vous n'avez pas d'ordinateur dans la classe 6-12 ? Non. C'est un choix ? C'est à la fois, ça s'est posé comme ça physiquement, et puis en même temps, c'est pas mal. Parce qu'ils descendent, ça leur montre qu'ils sont capables d'aller faire leurs recherches. Il y a quand même un ordinateur à disposition. Mais ça galvanise pas toute l'attention sur... Je l'ai vu parce qu'à Casablanca, on avait l'ordinateur dans la classe et c'était... Alors c'est bien, à chaque conflit on apprend, c'est très bien, mais tous les conflits liés à l'ordinateur, mais ça fait 40 minutes qu'il y est. Oui, alors on va discuter comment on peut faire. Oui, mais moi on a fait une liste, mais regarde, lui c'est long. Oui, mais bon, j'ai pas terminé ma recherche. Enfin, je comprends. Là, ça régule plus facilement. C'est plus sûr. Et avant qu'on commence l'enregistrement, vous aviez parlé de la situation économique des écoles qui était très différente d'un pays à l'autre. Enfin, en gros, qu'en France, on n'avait pas la même... Est-ce que ça, vous pourriez partager avec les auditeurs ? C'était vraiment intéressant. Donc j'ai eu la chance d'aller travailler une année à l'école Montessori de Casablanca, qui n'est pas une grosse école, mais qui, par rapport à nos structures, ce que j'ai pu voir en stage et les collègues, etc., qui était une grosse école par rapport à ces écoles-là. Donc en sachant qu'il y avait 4 environnements 0,3, 3,3,6, 1,6,12, et là il monte le collège. C'est pas énorme. Mais c'était avec une fluidité, avec un bureau, avec 2 administratrices dedans qui sont là toute la journée pour répondre aux parents, à nous, etc. Avec un éducateur flottant qui était là pour accompagner les éducateurs et les remplacer s'ils étaient absents. Un confort, en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre, en fait, en France. C'est des situations qu'on retrouve, celle de Casablanca, aussi aux États-Unis, où c'est des structures pérennes, où il y a une trésorerie, où il y a une organisation qui fait que c'est possible. Et nous, en France, on pratique des prix qui sont exorbitants pour les familles, et je comprends que certaines personnes disent oui, mais c'est pas atteignable, enfin nous on ne peut pas se permettre. Oui, c'est vrai, mais nous de l'autre côté, derrière le rideau, on est dans une situation précaire. Et ça, c'est compliqué à vivre pour être serein avec les enfants, pour être serein sur un développement à long terme de notre école, de nos écoles. J'ai pas de solution, je sais pas exactement pourquoi, est-ce que ça fonctionne comme ça, est-ce qu'il n'y a pas assez de personnes encore sensibilisés qui ont des moyens, des investisseurs, en sachant que l'éducation, c'est pas un produit qu'on capitalise pour gagner de l'argent, mais plus on capitalise pour idéologiquement sur la formation de petits êtres humains. Enfin, voilà, il faudrait des gens convaincus qui apportent leur aide. Alors, il y a une fondation Montessori. Bon, je sais pas trop ce qu'elle vaut, je la connais pas, mais est-ce que vraiment elle aide les écoles ? Je crois pas. Je connais quelques directeurs et directrices. C'est compliqué pour tout le monde. On aimerait bien être payé parce que décemment, en fait. Oui, c'est ça. Dans l'éducation nationale, faut le savoir. Alors que notre formation est lourde, financièrement. Que voilà, on mérite aussi de pas gagner le SMIC. C'est ça. 1200, j'entends souvent 1200, 1300 par mois en mangeant avec les enfants, en faisant la garderie, en étant un peu toute la journée là, quoi, du matin au soir. Exact. Voilà. Un métier dans lequel on s'implique, on n'est pas on commence pas à telle heure, on termine pas à telle heure. C'est pas vrai, pas dans les écoles Montessori. Et derrière, la rétribution financière, elle n'est pas à la hauteur. On a du mal à vivre. C'est compliqué. Donc ça, c'est un vrai problème français qui nuit, à mon avis, au développement des écoles Montessori et alternatives. Oui, tant que l'État... C'est ça. Exactement. Tant que l'État nous finisse, c'est ça. Et là, on sait, juste, il faut se renseigner. Quand on passe en association avec l'État,
d'un seul coup, nos impôts locaux se divisent par deux, toutes les charges sont divisées par deux. Il y a une vraie incitation, c'est à sortir du hors contrat. Or, nous, notre pédagogie, elle ne peut pas être sous contrat, parce que les enseignants qui nous seraient envoyés ne seraient pas formés. Oui, parce que quand une école hors contrat peut faire la demande de passer sous contrat au bout de 5 ans, et moi je croyais que du coup il y avait un salaire d'enseignant qui était financé par l'État. Mais non, il y a d'autres avantages alors que vous venez de citer. Il y en a plein. D'accord. C'est très incitatif. Ils veulent. C'est une peur. Enfin, c'est la peur, l'origine de tous les maux. Hein. Ils ont peur de nous. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, ils n'ont pas envie qu'il y ait un développement des écoles hors contrat. Donc, c'est des incitations financières. Et le salaire de l'enseignant qui est pris en charge par l'État, c'est forcément un enseignant d'éducation nationale, donc pas formé. C'est ça qui du coup pose problème. Exactement. Et c'est quand pas on possible. passe le CRPE, ouais. On choisit soit le public, soit le privé. Mm-hmm. Si on passe le privé, après, on est chapeauté par le diocèse. En fait, l'éducation nationale a laissé la gestion des éducateurs du privé au diocèse, qui attribue les postes, comme l'éducation nationale attribue les postes dans le public, c'est le diocèse qui attribue les postes dans le privé. Privé sous contrat. Voilà, privé sous contrat. Et j'ai entendu des enseignants privés sous contrat, qui venaient du privé, dire, moi j'ai été punie, on m'a envoyé en Montessori. Ah bon? C'est triste. Ouais. Donc, à partir de là, il n'y a pas de confiance, en fait. Eux, ils ne croient pas en ce qu'on fait, donc ils nous envoient des enseignants qui sont très bien par ailleurs, sûrement, et qui sont très contents d'avoir été punis. Et quand on entend ça, j'ai été punie, j'étais envoyée en Montessori. C'est ça qu'ils n'ont rien compris. Parce que pour moi, je suis enseignante dans le privé sous contrat. Hein, donc, si on m'envoyait dans une école Montessori hors contrat avec le salaire de l'éducation nationale, hein, c'est ça, avec le même salaire, je serais pas punie, ça serait un très beau cadeau. Mais voilà. Mais pourquoi est-ce que ça se passe pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une discussion de nos écoles avec le diocèse en disant vous avez des enseignants privés, vous avez des enseignants là qui sont prêts à venir dans nos écoles, laissez-les venir. Ouais. Mettez-nous en contact avec ces enseignants qui sont formés, qui sont volontaires. Volontaires. Et vous pouvez les former après, dans un deuxième temps, ou très rapidement. Ça peut se faire, bien sûr, mais une communication. Ouais. 3 semaines avant la rentrée, tiens, t'es affecté là, c'est un coup de massue pour tout le monde, on ne sait pas, ça fait peur aux enseignants qui ne connaissent pas Montessori. Oui, donc là, il y a vraiment des choses à améliorer pour que, justement, pour cette passerelle entre privé sous contrat et privé hors contrat. Mais oui, bien sûr. Ah, mais c'est bon à savoir. J'avais pas tous les détails. Eh bien, Caroline, on va terminer le podcast avec les 3 questions que j'aime bien poser à la fin. Est-ce que vous auriez un coup de cœur ou un coup de gueule à partager? Un coup de cœur. Toutes les initiatives qui se créent aujourd'hui autour de l'enfant pour mieux le comprendre. Cette volonté en tout cas de l'adulte de mieux comprendre l'enfant. À chaque fois que j'en vois une, ça me fait plaisir. Je me dis ouais, chouette, il y a quelqu'un qui essaye de comprendre ce que c'est qu'un enfant. D'accord. Et est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué? Vous avez parlé de Flo, mais celui-là ou un autre, un livre que dont vous aimeriez parler? Il y a le livre de Lillard qui est vraiment génial. Et encore une fois, c'est super, il faut lire Montessori, mais quand on la lit, des fois, c'est compliqué parce que c'est une autrice du siècle passé, avec des fortes convictions religieuses, qui peut laisser présager des choses qui ne sont pas forcément vraies. Voilà. On peut faire, par exemple, du Montessori en étant laïque, mais c'est très important de la lire. Et c'est issu de beaucoup de discours. Elle essaye de convaincre. Et il faut la comprendre, il faut la lire, je ne dis pas le contraire. Mais Lillard, c'est bien de la lire parce que c'est des scientifiques qui reposent sur tous les principes qu'elle a développés. Et on voit que ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne. Et donc, c'est une décontextualisation de tout ce que Maria Montessori nous dit dans ses livres dans une perspective scientifique. Et ça, c'est super. Et beaucoup plus facile à lire quand même, plus facile d'accès, différent quoi, plus abordable. Différent. Voilà, comme je conseille vraiment le Flo, de la même façon, il faut comprendre cette pédagogie moi j'ai fait de la philo sous différentes perspectives. Comme disait
Merleau-Ponty, il faut regarder le diamant, mais dessous toutes ses faces. C'est la même chose, Montessori. Il faut comprendre ce qu'elle a transmis, il faut regarder aussi les autres personnes qui en parlent et pourquoi ça fonctionne. Oui. Ouais, donc c'est vrai que c'est un super livre. Et une citation, si vous en avez une que vous aimez bien, pour terminer. Elle n'est pas très gaie, mais en fait, il faut bien la réfléchir. C'est Chateaubriand qui dit « On habite avec un cœur plein un monde vide, et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. » Ok, à méditer alors. Parce que... Et je trouve que cette phrase, elle répond bien à notre société, c'est-à-dire qu'avec Internet, tout ça, on a l'impression de tout connaître. En fait, on vit pas les choses, on a plein d'envies, mais on a l'impression que le monde est vide parce qu'on est dans le virtuel. Moi, c'est mon interprétation de cette phrase, cette citation. Et au lieu d'être désabusé, de se dire non, mais en fait, tout a été fait, une version nihiliste, allons dans la nature, allons dans le monde, vivons vraiment. Il faut remplir notre cœur. Parce que le monde, il est plein, c'est vrai, mais notre cœur aussi, il peut l'être dès qu'on est au contact réel des choses. Des gens, de la nature, de la vie, des livres, etc. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Merci Caroline, au revoir. Au revoir, Céline. J'espère que ce podcast avec Caroline vous aura apporté plus de connaissances sur les 6-12 et sur la pédagogie Montessori d'une manière plus globale. Quand Caroline a parlé du livre de d'Angeline Stoll-Lillard, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas cité le titre, donc je vous le donne. C'est « Une révolution scientifique soutenue par la science ». Voilà, c'est un super livre que je vous conseille aussi de lire. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Voilà, Caroline pourra y répondre ou les prochaines personnes que je vais interviewer. Et si ce podcast vous plaît, et ben voilà, faites-le savoir en cliquant sur les étoiles là, sur Apple Podcast. Laissez un commentaire, enfin, voilà, ou parlez-en autour de vous tout simplement. Ça pourra beaucoup m'aider. Je vous remercie et je vous dis à vendredi prochain.